Bonjour, je suis Thierry Dubois, journaliste spécialisé en aéronautique et industrie spatiale, notamment pour le magazine Aviation Week, et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde sur le thème carburants alternatifs, à quand le coup d'accélérateur? Ces carburants non fossiles ont donné lieu à des démonstrations probantes, mais en 2018, selon l'Agence internationale de l'énergie, ils n'ont pourvu qu'à 0,01% de la demande en carburant pour le transport aérien. J'accueille Constance Thio, qui, chez Air France KLM, est directrice conformité et développement durable. Claire Reassa, à la DGAC, elle est chef du bureau climat et de la qualité, du bureau du climat et de la qualité de l'air et des sujets émergents. Nicolas Geland, chez Safran, qui est coordinateur en matière de carburant. And with us, et avec nous à distance, nous avons Paul Stein, Chief Technology Officer chez Rolls-Royce, donc directeur technique chez Rolls-Royce, et chez Boeing, Chris Raymond, Chief Sustainability Officer, que je traduirai par responsable du développement durable, chez Boeing donc. Merci à tous pour votre présence, présence ou physique ou à distance. Pour commencer, quel rôle pouvez-vous définir le rôle de votre entreprise ou de votre organisation dans l'adoption de carburants alternatifs par le transport aérien? Claire, est-ce que vous voulez commencer pour la DGAC? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Good morning to the guy outside of France. Donc enchantée, Claire Reassa, donc chef du bureau du climat, de la qualité de l'air et des sujets émergents à la Direction générale de l'aviation civile. Donc nous, on a un rôle en fait côté État qui est de piloter et de fixer un peu le cadre pour le déploiement de ces biocarburants en France. Et donc un rôle un peu extérieur finalement à la chaîne de valeur par rapport aux autres acteurs présents ici, mais un rôle de pilotage global. Merci. Constance, pour le groupe Air France KLM. Yes, my name is Constance Thio. Thank you. Mon nom est Constance Thio. Merci de m'accueillir ici. Je suis ravi d'être ici. Réduire notre empreinte carbone, c'est une priorité depuis plus de 10 ans chez Air France KLM et nous sommes engagés à réduire notre empreinte carbone. Et nous avons deux leviers principaux. D'abord, c'est notre flotte et le carburant durable pour l'aviation, très important pour nous. C'est vraiment extraordinaire à en parler ici, de voir ce que nous pouvons faire ensemble avec toute l'industrie pour s'assurer que véritablement cela fonctionne. Comme vous savez, pour l'instant, c'est encore une toute petite contribution au carburant. Voir ce que nous pourrions faire tous ensemble dans cette industrie. Exactly. Effectivement, ça ne peut pas être un acteur qui fait des choses de son côté, il faut que tout le monde se coordonne. Nicolas Geland, pour Safran. Oui, bonjour à tous. Donc Nicolas Geland, je travaille au sein du groupe Safran, qui est un équipementier aéronautique majeur, connu pour la propulsion, donc les moteurs à la fois d'aéronefs et d'hélicoptères, mais également un certain nombre d'autres équipements dans l'avion, allant des sièges de l'intérieur, y compris les circuits carburants. Donc clairement, le rôle de Safran n'est pas de produire des carburants, ça n'a jamais été notre rôle. Par contre, bien entendu, comme tout équipementier, notre but est de soutenir nos partenaires, que ce soit les avionneurs et les compagnies aériennes, pour faciliter l'arrivée de ces carburants alternatifs. Et en ça, on va avoir deux grands rôles. Le premier, c'est d'essayer d'enlever tous les verrous techniques qui pourraient limiter l'arrivée de ces carburants sur le marché, en aidant à la certification, en levant les verrous techniques qui limitent l'incorporation actuelle de ces carburants. Et deuxièmement, c'est de proposer des technologies qui soient les plus sobres en carbone, parce qu'on va en parler aujourd'hui, ces carburants sont plus chers et resteront sans doute plus chers pendant un certain temps. Donc un des moyens d'essayer de faciliter cette mise sur le marché, c'est de proposer des technologies avec nos partenaires avionneurs qui soient les plus sobres possibles, qui permettent de réduire de façon nette la consommation de ces aéronefs. Merci. Traversons la Manche. Paul, would you like to introduce your organization and its role et son rôle? Alors, Paul, est-ce que vous voulez vous présenter? Oui. Mon nom est Paul Stein de Rolls-Royce. Je suis le Chief Technical Officer. Nous fabriquons des moteurs et d'autres solutions d'énergie pour l'avion. Notre but, c'est vraiment d'avoir les trois piliers de la décarbonisation qui est convenu à travers toute l'industrie. C'est l'amélioration constante pour améliorer les structures, encourager le développement des carburants durables de l'aviation
et enfin d'explorer des technologies plus disruptives comme hydroélectrique ou les avions à hydrogène, les avions électriques. Et nous avons des rôles supplémentaires parce que nous sommes également une entreprise qui propose des solutions en matière d'énergie nucléaire. Donc, on en reparlera peut-être un peu plus tard. On en regardera également le rôle de l'énergie nucléaire comme étant un des vecteurs pour fabriquer des carburants durables pour l'aviation. Chris, merci beaucoup. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Moi, je suis Chris Raymond. J'ai rejoint Boeing il y a quelques mois, mais ça fait des vingtaines d'années que je suis dans l'industrie. Boeing a vraiment travaillé depuis très longtemps dans les carburants durables il y a à peu près 20 ans. Je voudrais remercier les partenaires sur ce panel aujourd'hui parce que bon nombre d'entre eux ont collaboré avec nous depuis le début de cette aventure et je pense que ça a démarré avec le premier vol en 2011 sur des carburants durables et on se demandait même si c'était possible et avec l'aide des compagnies d'aviation et les régulateurs, nous savons que maintenant c'est non seulement possible, mais en plus c'est tout à fait viable et durable et maintenant nous devons étendre la portée et passer à l'échelle supérieure. Non, afin de bien définir le sujet qui n'est pas forcément évident, qui peut être assez vaste, qu'incluons-nous dans la liste des carburants alternatifs? Qui veut commencer? Le motoriste peut-être. Oui, alors, en anglais, en fait, on utilise un terme en général qui est Sustainable Aviation Fuels. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on ne parle pas de biocarburants, on ne parle pas de choses comme ça, on parle de carburants durables. On va définir ces carburants par leur impact sur la durabilité, mais pas par leur provenance. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est pas de savoir si le carburant il est produit à partir de telle ou telle plante ou à partir de tel ou tel process. Ce qui va nous importer, c'est ce qu'il est durable ou pas. Donc, en cela, on va trouver dans ces catégories, bien entendu, des carburants faits à partir de biomasse qui va être considéré comme durable, et on va également trouver d'autres technologies. Paul parlait à l'instant de technologies qui sont liées à l'usage de l'électricité bas carbone. Donc on pourra trouver également de l'hydrogène, on pourra trouver du power to liquid, donc des carburants qui sont faits à partir de cette électricité et de carbone qu'on va capter dans l'atmosphère. Et tout ceci est un panel global et il n'y a pas une solution qui va ressortir par rapport aux autres. En fait, on va avoir une combinaison de solutions à la fois avec différents aspects temporels ou différents types d'applications. Donc tout ça est couvert et il s'agit de bien savoir quelle est la meilleure solution au meilleur endroit et au meilleur moment. Je voudrais enchaîner avec l'autre motoriste, c'est-à-dire Paul. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition des carburants alternatifs? You would like me to give you a definition of alternative fuels? Oui. Bien. Bien. Quand nous parlons des carburants durables pour l'aviation, nous parlons d'un certain nombre de facteurs. Il y a un certain nombre d'entreprises qui produisent des processus de déchets vers les carburants, soit les déchets agricoles, soit les déchets plastiques. On voit un développement très fort maintenant de disponibilité via cette route. Il y a bien évidemment les bioprocess à travers des plantes qui grandissent très vite. Peut-être dans l'avenir, nous allons voir plus de e-fuels, peut-être la capture directe de carbone dans l'atmosphère ou par exemple ou capter le carbone dans les gaz avant qu'il rentre dans l'atmosphère et de sources et capter de l'énergie de sources renouvelables et afin de complètement générer les carburants. Si c'est encore très cher, mais ce que nous voyons, c'est que l'innovation et la technologie rentrent maintenant dans l'équation et je suis relativement sûr que dans à peu près 10 ans, on va commencer à voir une méthode très efficace au niveau coût des e-fuels, des e-carburants. Il n'y a pas de solution magique pour certains pays dans le monde. Par exemple, en Inde, on peut prendre un chemin particulier. Le carburant nucléaire en surplus et d'autres ont des régions très fertiles agricoles. Donc, je pense que sur les années à venir, il y a
une variété de différents chemins vers ces carburants alternatifs. Tant qu'ils sont dérivés de carbone atmosphérique et non fossile et qu'ils sont compatibles avec l'aviation, tout va bien. Chris, est-ce que vous êtes aligné avec Chris, donc l'avionneur, est-ce que vous êtes aligné avec ce qui a été dit? Same question for. Même question que laquelle a répondu Paul. Oui, je suis tout à fait d'accord sur les vecteurs multiples et en fonction des géographies, les questions de déchets agricoles peuvent être différentes, mais un point sur lequel on est tous d'accord, c'est que ces aliments animaux il ne faut pas qu'ils se rentrent en concurrence avec l'autorisation de la terre, des terres agricoles, de l'eau, etc. Je pense qu'on a vu des questions, par exemple, déchets de canne à sucre ou en Afrique du Sud, des feuilles de tabac, des déchets de tabac, en fonction des continents, les déchets, des ordures ménagères. Il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites autour des algues, par exemple. Et ça a eu beaucoup de succès parce que nous pouvons en fait utiliser les poissons et les déchets des fermes aquacoles pour être le fertiliseur qui développe ces algues. Donc, il faut vraiment qu'on pense la question de l'utilisation des biomasses pour pas que ça rentre en concurrence avec les autres usages et faire que cette chaîne de valeur soit aussi durable que possible. Je pense que tout cela a été prouvé maintenant, et maintenant il faut trouver le passage à l'échelle. J'écoutais Archie Young de la Grande-Bretagne ce matin, et il a dit que c'était vraiment un moment extraordinaire à cause de ce que le monde est en train d'expérimenter. Tout le monde cherche des stimulus économiques dans différentes industries, et le carburant durable pour l'aviation est vraiment un exemple où nous allons devoir collaborer à travers tous les secteurs avec tous les acteurs, les producteurs de fuel, les transporteurs ou les producteurs de biomasse. Donc ça va prendre, il y a beaucoup de vecteurs qui vont entrer en jeu et une collaboration pour que ça fonctionne. Et nous sommes très fiers d'en faire partie chez Boeing. Le point de vue de l'utilisateur final, Constance, pour Air France KLM. Yes, maybe Oui, c'est peut-être intéressant de savoir que nos premiers vols avaient été menés par KLM en 2009, et la biomasse qui était c'était des huiles de cuisson utilisées. Nous pensons que c'est une biomasse très durable à produire pour faire des carburants durables pour l'aviation. Malheureusement, il n'y en a pas assez à travers le monde. Mais je suis complètement d'accord avec ce que Chris avait mentionné, c'est que c'est important avec les différentes technologies qui sont maintenant à notre disposition relier ces technologies et de les développer tous pour qu'on puisse fournir assez de volume. Pour nous, Air France KLM, c'est particulièrement important que le critère de durabilité soit véritablement bien évalué, donc dans la production. Évidemment, il faut que ça soit certifié et sûr, mais que la production en elle-même ne soit pas en concurrence avec les usages agricoles et alimentaires ou d'impact sur la biodiversité ou sur la société locale. Donc ça, je voudrais vraiment mettre en avant. Il y a également une question d'équité, d'utilisage d'éthique qui intervient quand nous évaluons l'achat d'un carburant durable pour l'aviation. Plusieurs solutions en fait qui s'offrent aujourd'hui au secteur de l'aviation en termes de biocarburants. Je pense que du côté de l'État, on a le souci que la durabilité en fait des carburants qui soient utilisés par l'aviation soit absolument indiscutable. Et du coup, c'est vrai que côté français, quand on envisage le déploiement de ces carburants aéronautiques durables, en fait, que ce soit des biocarburants notamment avancés ou des e-fuels à un peu plus long terme, donc dont on parlait tout à l'heure. Voilà, je pense que la question de la durabilité est absolument centrale et donc on va chercher à privilégier peut-être quand même certains types certains types de ressources en fait pour s'assurer de cette durabilité. Merci. Alors, pour poursuivre sur le bénéfice attendu de ces carburants alternatifs, alors je vais poser la question en premier à Chris. Pouvez-vous chiffrer le bénéfice attendu en matière de gaz à effet de serre des carburants alternatifs? Donc Chris, pour commencer. Pouvez-vous chiffrer? Pouvez-vous mettre... It's not being translated, sorry.
Pouvez-vous chiffrer le bénéfice attendu? It's not being benefits. translated, Chris. So apparently you are not getting the translation, but I can hear the translator. He is working actually. So can you put a number on the expected benefit from alternative fuels in terms of greenhouse gases? Je pense que essentiellement nous utilisons 80% tout au long du cycle de vie du produit. Ça a le potentiel d'être allé au-delà de 80%. Je pense qu'on peut rentrer dans les domaines que tant Constance et Paul ont soulevés sur le amont et aval de la production du carburant. Mais quand on arrive vers ces e-fuels, vers ces e-carburants, quand on s'assure que les produits, les déchets agricoles sont durables dans la production, dans l'utilisation et la distribution, donc c'est important d'arriver à 100%. Mais je pense que l'industrie a utilisé d'une manière générale déjà 80% de ces carburants. Je voudrais vraiment féliciter Michael Gill du Transport Action Group sur les projets 2050, parce que je pense qu'ils ont préparé des feuilles de route très intéressantes sur comment l'industrie peut s'y prendre pour arriver à ces objectifs qui sont prévus afin de réduire ses émissions carbone. 80% à 100%. Et ça va dépendre évidemment de l'amont et des processus en amont et en aval. Dire à ces chiffres, 80 à 100%. Claire? Oui, voilà, juste confirmer que c'est effectivement bien de ces ordres de grandeur-là dont on parle. Donc, c'est absolument pas négligeable, en fait, hein, pour le transport aérien. Et ce potentiel de réduction des émissions, du coup, doit constituer en soi, en fait, une incitation pour le secteur parce que c'est assez considérable. Donc, confirmer les chiffres précités. Nicolas, peut-être? Ce qui est important de mettre en avant, c'est le fait que on doit parler sur l'ensemble du cycle de vie. C'est là que se situe la question, comme il a été très clairement dit à l'instant. Ce qui rend difficile finalement le message, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde en sortie de l'avion, les émissions de CO2 vont rester quasiment équivalentes à celles que l'on va avoir avec des carburants fossiles. Par contre, si on regarde sur l'ensemble de la filière, c'est là que se situe le côté vertueux. Donc déjà, il y a cet aspect pédagogique où il faut arriver à expliquer aux gens comment ça fonctionne, parce que c'est pas simple. Et deuxièmement, il y a un autre point qui est fondamental et qui nécessite un travail collaboratif, c'est le fait d'être tout à fait d'accord sur la définition que l'on va donner à ces gains. Comment est-ce qu'on les calcule, quelle est la précision dans les calculs, et qu'on ait tous la même façon de calculer. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Il y a d'énormes travaux qui ont déjà été faits. Il y a des avancées très intéressantes qui se font notamment au niveau de l'OACI pour essayer d'arriver à ça, pour avoir cette vision globale que lorsque l'on parle d'un carburant et du gain d'émissions de gaz à effet de serre, ce soit le même en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc., etc. Constance, Paul, vous voulez réagir aussi? Constance, je vous en prie. At the same time. Oui, et en même temps, ce que nous voyons également pour nos clients, qu'en fait, ils sont très conscients de l'existence des carburants aéronautiques fossiles durables et que cela réduit clairement notre empreinte carbone dans toute la chaîne de valeur. Donc, nous voyons que nos clients sont très bien informés et demandent, exigent même ce type de carburant. Ça, c'est intéressant à savoir. Sur le chiffrage, sur les bénéfices attendus. The benefits of SAF. Désolé, la traduction ne m'atteint pas, donc je travaille avec mes faibles connaissances scolaires. Alors, je voudrais revenir sur ce que Chris a dit. Nous attendons des énormes avantages des carburants aéronautiques durables. On pense que, en fait, les fuels, les carburants fossiles actuels, c'est jusqu'à 30% des contenus aromatiques. Donc, nous pensons à une amélioration de 3 à 4% en combustion. Donc, ça veut dire qu'on aura moins de carburant, donc ça va nous coûter moins cher. Mais en revenir au cycle de vie et la réduction carbone sur tout le cycle de vie, le chiffre de 80% qui est utilisé actuel, c'est une estimation raisonnable à cause de l'utilisation dans les transports et les récoltes, etc. Mais si on passe au e-fuel, au e-carburant, où la source d'énergie va être zéro carbone et le transport va se faire avec des piles à carburant, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à 100%. Il ne faudrait pas qu'on sous-estime la capacité des carburants aéronautiques durables.
Je voudrais ajouter à cela, c'est qu'un des expériments qu'on a fait et nos collègues ont fait en 2015, c'est que nous avons fait un vol en prototype. C'était un petit véhicule autonome qui utilisait des cellules solaires, des satellites espace qui sont des convertisseurs très efficaces. Et nous avons utilisé cette énergie solaire pour produire l'hydrogène qui ensuite a été pressurisé et mise dans des réservoirs pour alimenter l'avion. Et donc, c'est cette efficacité de processus qui, si on peut passer ça à un niveau d'échelle plus grand, ça peut augmenter le potentiel. Ébaucher un sujet qui est important, c'est-à-dire la place des carburants alternatifs dans une aviation durable. Bien sûr, pour une aviation durable, il n'y aurait pas qu'une conversion aux carburants alternatifs. Est-ce que, Paul, vous voulez bien nous brosser un tableau complet de ce que serait une aviation durable et la place des carburants alternatifs dans ce tableau? OK. Très bien. Alors, merci pour cette question. C'est bien à moi qu'on demande, oui. Si on prend la totalité de l'industrie aéronautique durable, et j'essaie de synthétiser, il y a 5 facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a la combinaison entre les moteurs et les avions, et je pense que tout le monde sait, Chris sera d'accord avec moi, que les moteurs et les avions doivent être améliorés de genre à 20 à 30% au niveau de la flotte entre maintenant et 2050. Rien que ça pour rendre les carburants aéronautiques durables plus intéressants économiquement, parce que c'est surtout l'effet d'économie. Et en plus, ça va nous permettre de réduire le CO2. Le deuxième facteur que j'ai mentionné, c'est l'amélioration et le passage à l'échelle industrielle des carburants aéronautiques fossiles. Et il nous faut 500 millions de tonnes. C'est une échelle énorme. Les gens ont mesuré les investissements en trillions de dollars. Et on parle de carburants aéronautiques durables comme si on pouvait l'acheter partout au coin de la rue. Non, non, c'est une industrie énorme qui est en train de se mettre en place. Et il va falloir se poser la question comment on peut la mettre en place. Un autre élément de la durabilité de l'aviation, ce sont l'utilisation de nouveaux modes de propulsion nouveaux et de nouveaux modes d'aviation, mais pour les avions à courte portée, hydrogène et l'électricité. Je ne vais pas parler des avantages des débats ici, mais simplement, même les soutiens de l'hydrogène n'y parlent pas encore pour les grandes portées. Et c'est là où il y a la plus grosse empreinte carbone de l'aviation. 80% de tout le CO2, c'est au-delà de 1000 km de vol. Et au départ des avions volants, le contrôle au sol, il y a une bonne partie, les mouvements au sol. Et au début, l'aviation, il va falloir devoir travailler également à la compensation carbone. C'est pas quelque chose qu'on peut soutenir sur le long terme, mais bien il va falloir faire un certain nombre de plans de compensation carbone qui étaient proposés par ATABAC et par IATA comme moyen de nous permettre d'atteindre nos objectifs de 2050. Voilà, c'est à peu près le panorama de où on en est dans nos efforts pour atteindre les objectifs 2050. Une partie de l'industrie, ils soutiennent fortement l'idée du net zéro jusqu'à 2050 à travers l'aviation durable. Les États-Unis sont pas encore sur le chemin, mais visiblement les changements de régime aux États-Unis, je pense que dans 2-3 ans, on va avoir une industrie globale qui aura complètement embarqué dans le projet à être zéro émission carbone jusqu'à 2050. Et une fois qu'on sera tous ensemble focalisés sur éliminer l'utilisation des carburants fossiles d'ici à 2050. Moteur, est-ce que les carburants alternatifs qu'on sait produire aujourd'hui sont entièrement compatibles avec les moteurs? Nicolas, est-ce que vous voulez bien commencer? Oui, avec plaisir. Alors, s'il y a une seule chose que l'industrie sur laquelle l'industrie ne transigera pas vis-à-vis de l'environnement, c'est bien la sécurité. Donc il n'est absolument pas question de remettre en cause le niveau optimal de sécurité des vols par le fait de changer l'énergie. Donc il y a tout un processus que l'on appelle la certification, qui inclut les motoristes, qui inclut les avionneurs, qui inclut les autorités de certification pour s'assurer que les filières sont bien compatibles avec l'ensemble des aéronefs. Et d'ores et déjà, on a plusieurs filières, on a 7 filières qui ont déjà été certifiées à des taux de mélange allant jusqu'à 50%. Ce qui signifie que ces filières-là, ces carburants-là, vous pouvez d'ores et déjà les mettre dans n'importe quel aéronef, dans n'importe quel aéroport au monde,
Et ceci sans aucun changement de l'utilisation, du niveau de sécurité, de l'impact sur l'aéronef, etc., etc. Et pourquoi, excusez-moi, pourquoi cette limite à 50%? Alors cette limite à 50%, c'est une limite qui n'est absolument pas une limite physique. C'est d'ailleurs, on travaille tous. Je sais que Paul Stein, côté Rolls, il y a d'énormes travaux qui sont menés dessus. On en parlera sans doute juste après. Il y a notamment des démonstrations qui vont être faites très bientôt. C'est absolument pas une limite physique. En fait, à l'origine, lorsqu'on a commencé à travailler sur ces carburants alternatifs, 50%, ça nous semblait être extrêmement important déjà. Comme l'a dit Air France, les premiers vols, on les a fait il y a plus de 10 ans, près de 10 à 15 ans maintenant. Donc à l'époque, on n'avait pas du tout cette contrainte environnementale et cette contrainte d'aller très vite sur le déploiement. Donc on s'est dit, bon, on sait qu'au-dessus de 50%, il y a des questions qui se posent en termes de compatibilité de certains matériaux, des joints, des choses comme ça. Et donc on s'est dit, bon allez, on va mettre 50%, comme ça on est sûr que ça posera pas de problème. Et puis d'ici à ce qu'on arrive à 50%, entre guillemets, on aura le temps de voir venir. Non, on sait que non, on n'a pas le temps de voir venir, et l'urgence elle est là, et on se doit d'aller plus loin, et donc on travaille tous pour lever ces barrières, qui, comme je le disais, sont absolument pas des barrières physiques insurmontables. C'est du choix de matériaux, c'est du design de certaines technologies, mais c'est des choses qui vont être faites, et de toute façon, on s'est engagé, en tout cas côté Safran, dans le cadre de notre coopération avec GE de CFM, la prochaine génération de moteurs, elle sera prévue pour fonctionner avec 100% de biocarburant. Et on travaille en même temps à côté sur des moyens de rendre compatibles avec des plus fortes teneurs les moteurs existants. Merci. Paul, est-ce que vous voulez nous apporter votre éclairage? Les carburants alternatifs d'aujourd'hui sont-ils compatibles avec vos moteurs? Yeah. Well, Nicola's given a Nicolas a très bien répondu sur ce point de vue. Notre position actuelle, en ce qui concerne l'organisme de certification, au niveau nous permet que de mettre 50%. Ça, c'est un chiffre historique. C'est vrai qu'un certain nombre des impuretés dans les carburants fossiles sont utilisées, les parties aromatiques, pour apporter de la lubrification à certaines parties de machines. Donc, il va falloir parfois modifier des petites choses comme des joints, comme des lignes, pour être sûr que ça n'y a pas de danger. Cette semaine, nous avons on va faire un test avec SAF de carburant aéronautique durable fourni par Shell dans un de nos grands moteurs. C'est la première fois. Nous pensons que ce test va se dérouler avec succès et ça va nous permettre d'aller vers un carburant certifié qui va nous permettre de l'utiliser dans les avions qui transportent des passagers. Il y a évidemment une différence entre un avion sur le faire un test et puis avoir un vol certifié qui nous autorise à transporter des passagers avec. On pense que d'ici 2-3 ans, c'est pas 10-20 ans, c'est dans 2-3 ans. Pouvait être utilisé sans affecter l'exploitation des avions, ni en vol ni au sol. Exactly. I confirm that it doesn't have any kind of impact on our operations. We have had done a long-term. Je confirme que nous avons fait une étude, ça n'a aucun impact sur nos opérations au sol ou en l'air. Nous avons bien évidemment partagé les résultats de cette étude de 2014 avec l'industrie. La conclusion était claire, aucun impact sur les opérations au sol ou en l'air, ni au côté aéroport, ni au niveau personnel. Donc nous pouvons confirmer que ça n'a pas d'impact, certainement. Ce qui est intéressant, c'est que, oui, évidemment, nous pouvons aller à un mélange au-delà des 50%. Ce que nous prévoyons, c'est que la production des carburants aéronautiques durables ne va pas se développer au même rythme partout dans le monde. Et ça serait très intéressant, bien évidemment, que là où les carburants sont utilisés, et ce soit le lieu où ils sont utilisés, qu'ils n'aient pas besoin d'être transportés. Et si on peut avoir un pourcentage plus fort, ça serait une manière plus efficace d'utiliser ces carburants produits. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Pour parler production et encouragement à la production de ces carburants, un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, a été lancé par le gouvernement français au début de l'année pour la production de carburants alternatifs. Les candidatures pouvaient être déposées jusqu'en juillet. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez reçu des candidatures sérieuses et quand cet AMI pourrait-il se concrétiser?
Oui, merci beaucoup pour la question. Du coup, si vous le permettez, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. On a parlé en fait du rôle que devaient jouer ces carburants dans la décarbonation du transport aérien, et on a eu des explications très claires sur le fait que selon la distance en fait des vols, les solutions seraient peut-être différentes. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que finalement, il y a une question de temporalité qui se pose, et qu'aujourd'hui, ces carburants, ils sont matures d'un point de vue technologique et d'un point de vue commercial dans une certaine mesure. Et donc, c'est vraiment une solution que nous, côté État, on identifie comme une solution de court terme pour réduire les émissions du transport aérien. Et c'est pour ça que la France a publié une feuille de route nationale pour le déploiement de ces carburants, avec des objectifs d'incorporation de 2% en 2025 et de 5% en 2030, et que pour opérationnaliser en fait cette feuille de route, pour la rendre un peu concrète, on a lancé cet appel à manifestation d'intérêt dont vous venez de parler. On a eu une quinzaine de réponses, donc on est extrêmement satisfait du côté de l'État de la manière dont ça s'est passé. Et évidemment, les réponses sont sérieuses pour répondre à votre question précise. Et surtout, ce qui est très encourageant, c'est que ce qu'on observe, c'est que en fait, ce sont des consortiums qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, et que dans ces consortiums, on a l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur qui sont présents. Donc, pas seulement des producteurs, pas seulement des gestionnaires de déchets, pas seulement des transporteurs, parce qu'il va bien falloir emmener ce fuel jusqu'aux avions, pas seulement des utilisateurs, mais vraiment l'ensemble de la filière qui est présent. Et ça, c'est très encourageant, parce que ça démontre d'un élan de coopération entre pourtant des acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts sur le plan économique. Donc c'est vraiment encourageant. On peut parler calendrier. Est-ce que cette AMI pourrait se concrétiser par la création d'une unité de production de biocarburants, de carburants alternatifs, dans les prochains mois, les prochaines années ? Alors, on est en train donc d'étudier en fait l'ensemble des projets, d'analyser. On est assez confiant sur le fait d'arriver à se décider assez vite côté État, en tout cas dans les meilleurs délais possibles. L'idée, c'est en fait de trouver des modalités d'accompagnement qui soient adaptées vraiment au projet qu'on nous a présenté, parce que finalement, chaque projet est très spécifique. On a vu qu'il y avait plusieurs technologies qui existaient, on a vu qu'il y avait plusieurs types de ressources qui existaient. Donc voilà, il s'agit de trouver les bonnes modalités pour accompagner les projets les plus viables, en fait, pour être sûr que ça marche. Les carburants alternatifs sont dans une phase où, d'une part, les compagnies les trouvent trop chers, et d'autre part, les producteurs potentiels estiment la demande insuffisante pour investir dans des usines. Est-ce qu'on peut dire que cette AMI, qui déboucherait sur des mesures de soutien aux producteurs, est-ce qu'on peut dire que c'est une façon d'amorcer la pompe ? On peut le voir comme ça ? Oui, alors c'est vrai que présenté comme ça fait un peu l'œuf et la poule comme présentation. Ce qui est sûr, c'est que on ne pourra pas développer ces biocarburants s'ils ne sont pas produits. Donc ça reste la première étape. Après, je ne dirais pas que l'AMI, c'est uniquement pour les producteurs. Au contraire, côté État, on voit vraiment ça comme une aide à l'ensemble de la filière, et qui va permettre d'asseoir la France en tant que leader sur ce sujet-là, pour avoir une production française à disposition des utilisateurs sur les aéroports en France. Donc c'est beaucoup plus large qu'une aide juste pour les producteurs. Et oui, on le voit vraiment comme une manière de lancer les choses. Merci. Est-ce que ces carburants sont intrinsèquement plus chers ? Nicolas, vous voulez commencer sur cette question ? Oui, il faut savoir qu'on va comparer des carburants alternatifs aux carburants fossiles. Donc on va comparer d'un côté les carburants fossiles qui sont basés sur une ressource qui est exploitée et un outil de raffinage qui est développé depuis plus de 50 ans et qui est basé sur des matières premières vraiment en termes de production vraiment intensive. On a des puits de pétrole à des endroits qui vont sortir des millions de tonnes chaque jour. Et à côté, on regarde ces carburants alternatifs où on dit qu'on va exploiter avec des procédés qui sont
encore à l'état de balbutiement industriel. On n'a absolument pas d'unité de production énorme comme on peut l'avoir pour les raffineries de pétrole classiques, avec des matières premières qui vont être beaucoup plus disséminées, beaucoup moins intensives, comme le disait Paul d'ailleurs tout à l'heure, beaucoup moins intensives en termes de volume à un endroit donné. Donc il y a toute cette phase de collecte, toute cette phase de mobilisation de cette biomasse. Bien entendu, il y a la montée en régime de ces unités de production, et on espère que plus ces unités vont arriver sur le marché, vont se développer, vont permettre de réduire aussi ce coût-là. Et puis également, il faut quand même savoir que ces carburants aéronautiques, quels qu'ils soient, fossiles ou alternatifs, ce sont quand même des carburants d'une qualité très, très importante, et on lui demande beaucoup à ce carburant. On demande vraiment des qualités extrêmement avancées, extrêmement précises, et comme je disais tout à l'heure, on ne transigera pas sur ces qualités. Donc là aussi, ça met une difficulté supplémentaire pour le déploiement de ces filières. Donc oui, le coût, il est supérieur. Le coût, il est largement supérieur. Il va diminuer dans les années à venir, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va arriver à une parité ? Sans doute pas à court ou moyen terme. Donc de toute façon, tous les mécanismes qu'on va pouvoir mettre en place politiques pour soutenir ces filières-là, pour soutenir leur développement, ils vont être indispensables pour lancer la machine. Si on attend juste que le prix des carburants durables diminue ou que le prix du pétrole brut augmente et qu'à la fin les courbes se croisent, sans doute qu'on va attendre encore quelques années. Alors je voudrais avoir l'éclairage de Constance en tant qu'utilisateur final sur le prix. Yeah. Il y a eu une époque récente où le carburant était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui et ce prix n'a pas arrêté le transport aérien. Yeah. I think it's correct. Even before COVID, C'est vrai, même avant le Covid, le prix des carburants fossiles était de double de ce qu'il est aujourd'hui. Et même si les carburants aéronautiques durables sont 3-4 fois plus chers que les prix pré-Covid. Donc, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'un tiers de nos coûts dans l'aviation, c'est le carburant. Donc, évidemment, choisir des carburants aéronautiques durables, vous allez pouvoir l'expliquer à vos clients et vos clients sont tout à fait en accord avec votre volonté environnementale, mais en même temps, le prix, c'est un facteur important parce que nous sommes tout le temps en train, dans notre système de gestion, les clients sont tout le temps en train de comparer les prix, même pour une petite différence de prix, le client va choisir une compagnie qui est moins chère. Donc pour nous, une compétition équitable est très importante. Donc nous sommes d'avis que le seul moyen d'avancer, c'est à travers un cadre régulatoire. Ça peut être une régulation, une directive, un soutien absolument nécessaire pour développer les pourcentages de carburant aéronautique durable dans la First, I would like to Je voudrais juste ajouter, remercier Claire pour son effort de construire un consortium de fournisseurs. Je pense que ça, c'est très important que le gouvernement envoie un signal de soutien à ça. Quand on s'est lancé dans l'année 2020, on avait à peu près 14 différents consortiums de producteurs de carburant et ils s'orientaient vers des leaders pour devenir des leaders dans les 5 prochaines années. Donc, on commence à approcher à peu près 1% de la quantité requise de carburant. Accélérer cela vers 2 à 3%, c'est ce que nous, en tant qu'industrie, on a toujours considéré que c'était vraiment le point de basculement où l'économie, le soutien et de la demande et de l'offre commence à fonctionner. Mais pour arriver là, ça demande des efforts que Claire a présentés. Ce que nous, on a vu dans les États-Unis, ici des endroits comme la Californie, avec le standard de carburant à bas carbone, ces régimes ne sont pas parfaits, ils ont leurs avantages, leurs désavantages, mais ils ont commencé à aider une véritable production de carburant non fossile. Et si on regarde les producteurs, les plus grands volumes en matière de carburant non fossile, ça sort de la Californie parce qu'ils ont compris que ce cadre régulatoire, c'est lui qui a permis ça. Et nous, on va améliorer ces cadres sur le temps avec l'aide et la coopération entre gouvernement et l'industrie, mais au moins, ils ont démarré quelque chose. Et je pense que ça, c'est vraiment une étape absolument critique. Il ne faut pas que le parfait, ça devient l'ennemi de ça. C'est juste assez bon pour qu'on puisse passer à une mise à production à l'échelle. L'entreprise Boeing soutient plusieurs projets, je crois qu'il y en a 14, vous en avez parlé, 14 projets de création d'unités de production sur plusieurs continents, l'Asie, les Amériques, le Moyen-Orient, l'Afrique. Quand ces usines fonctionneront-elles à plein régime? Est-ce qu'on peut parler calendrier?
Oui, de bon nombre sont déjà en fonction. Paul peut me compléter. Par notre estimation, nous avons environ 5-10 millions de gallons sont produits aujourd'hui, mais évidemment, il faut qu'on fasse une mise à l'échelle vers les milliards. Nous sommes tous déjà en train d'utiliser du carburant aéronautique durable dans nos programmes pilotes. Nous avons fait tous nos tests pilotes, vol de pilote en 2020 sur les carburants aéronautiques durables. Et maintenant, par exemple, pour le fret, Airbus et les autres proposent de opter pour ce type de carburant. Mais Constance l'a dit, il n'y a pas assez de quantité pour que ça soit viable économiquement pour les compagnies aériennes en ce qui concerne leur coût, leur structure de coût et notamment le poids du carburant dans leur coût. Et il faut continuer à passer à l'échelle supérieure. Je pense que si on peut atteindre 2 à 3% de la demande nécessaire, alors peut-être on va commencer à voir le facteur économique s'équilibrer par rapport au carburant fossile actuel. Mais Paul, à toi. Oui, alors, oui, c'est très bien, mais moi je suis d'accord. En tant qu'ingénieur, moi je suis persuadé que la technologie va jouer un rôle important à faire baisser le coût et la disponibilité des carburants aéronautiques durables. Donc c'est facile de voir l'avenir en ce qui concerne 2020. Mais ça va être une énorme industrie avec des milliards de capital disponible à partir de l'industrie fossile qui va être repositionnée. Il va y avoir énormément d'innovation et je vois déjà cette innovation dans les biovecteurs, dans les biologies synthétiques, commencer à travailler sur les manières de produire bien plus de résultats par acre, par hectare avec plantes et de biomasse que ce que nous arrivons aujourd'hui avec n'importe quelle technologie. Et bien évidemment, le vecteur des e-carburants en utilisant des méthodes de capturation de carbone dans l'air et des méthodes pour synthétiser les carburants au niveau atomique ou quasiment et là évidemment au fur et à mesure qu'on monte le volume, le coût du capital est en train de se baisser et on va voir le coût du carburant baisser. Donc moi je suis assez optimiste en ce qui concerne l'avenir des carburants durables, mais comme Chris l'a dit, il faut qu'on atteigne un moment de bascule où les gens sont prêts à investir ces milliards et de milliards, parce qu'on ne peut pas attendre de l'industrie d'aider notre industrie, c'est ce que nous sommes en train de faire en fabriquant, en fournissant des carburants durables, sans qu'ils aient une certitude qu'ils vont recevoir un retour sur investissement. Et c'est la raison pour laquelle les méthodes dont j'ai parlé, par exemple un mélange obligatoire ou un soutien, un mélange, je sais que mon Jean propose un mélange obligatoire des carburants. Et il faut qu'on crée une certitude de marché qui va apporter les investissements, qui va créer ensuite l'effet de développement de boule de neige qui va permettre de lancer la mécanique, de faire baisser le prix et monter les volumes. Vous venez de dire, Constance, est-ce que vous pouvez vous engager sur des quantités, ce qui donnerait de la visibilité à l'investisseur qui voudrait s'engager dans la production? Yes, I think Oui, je pense que les quantités, c'est en effet nécessaire, parce que comme ça a été dit, les investissements pour construire une usine, pareil, c'est énorme, donc il faut être certain et que le business model fonctionne et que les carburants qui vont être produits sont véritablement achetés. Donc ça, c'est les discussions que nous avons en ce moment aussi avec AMI. Si nous pouvons nous engager à vous acheter une certaine quantité, alors le business model pour le consortium devient bien plus viable. Et là, il est possible de véritablement prendre la décision et de démarrer une usine. Pour nous, c'est extrêmement important que ça se fasse en France et aux Pays-Bas, parce que, évidemment, notre base est en France, bien sûr, et nos avions reviennent toujours vers la France. Donc, c'est vraiment l'endroit où nous rechargeons le plus en carburant. Cité peut prendre des mesures incitatives pour les compagnies? Oui, alors c'est vrai que là, dans les interventions qui viennent de passer, on a beaucoup entendu parler du besoin en fait d'un cadre réglementaire finalement pour aider les filières à émerger. Donc il y a énormément de réflexions en cours, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne sur ce sujet-là en ce moment. J'ai entendu le mot mandat dans au moins 2 bouches autour de la table. L'obligation, c'est ça? Voilà, c'est en fait l'idée d'avoir une obligation d'incorporation qui peut peser sur différents acteurs, les metteurs à la consommation ou les utilisateurs finaux d'ailleurs. Et donc là-dessus, je voudrais dire que côté français, on a vraiment ce souci bien en tête. On a une proposition qui est discutée en ce moment au Parlement
dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021 et qui vise à étendre un dispositif qui existe déjà pour le routier, qui est une taxe incitative à l'incorporation de biocarburants et qui, en fait, forcerait les metteurs à la consommation à mettre du biocarburant, à atteindre des objectifs annuels pour ne pas payer une taxe. Et voilà, on prend très au sérieux le besoin en fait d'avoir un cadre réglementaire sur le sujet. Et juste pour compléter, c'est absolument pas un sujet qui peut s'envisager qu'à l'échelle nationale, du fait du caractère assez international quand même du transport aérien. Et les initiatives, notamment à l'échelle européenne, avec l'initiative Refuel dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, sont absolument fondamentales et on en attend beaucoup aussi côté français. La première génération de carburants alternatifs a été décriée parce qu'elle impliquait des cultures concurrentes des cultures alimentaires. Est-ce que la seconde génération peut éviter cet écueil de l'impact négatif sur le plan social ou environnemental? Alors Constance en avait dit un mot, mais votre point de vue, Claire. Oui, alors c'est vrai que cette première génération, elle a été critiquée sur ce sujet de compétition avec l'alimentaire, mais aussi parfois pour d'autres raisons, d'affectation des sols notamment, d'impact sur la biodiversité, de déforestation. Je pense qu'il y a une vraie sensibilité aujourd'hui dans la société civile sur ces questions-là. Ça impose de vraiment prendre la question de la durabilité très au sérieux. Et oui, en fait, les carburants de deuxième génération, alors on dit plutôt carburants avancés maintenant, en fait, comme ils sont basés sur des déchets, que ce soit des déchets agricoles, des déchets d'exploitation agricole, des pailles, des résidus forestiers ou alors des déchets municipaux, des plastiques non recyclables, c'est très très vaste en fait les déchets, ils permettent de s'abstraire d'un certain nombre de critiques qu'on avait sur les premiers types de biocarburants et donc on pense qu'ils doivent vraiment être privilégiés maintenant. Qui veut réagir? Nicolas peut-être? Voulez-vous réagir sur ce point? Oui, tout à fait. On voit très bien que ces filières que l'on a mis sur le marché pour l'instant et qui en fait dérivaient finalement de l'historique qu'on avait pour le transport terrestre, une matière première qui était facile d'accès, qui était facilement transportable, facilement transformable également. Fort logiquement, ce sont ces filières-là qui ont été utilisées en premier. Maintenant, on sait pertinemment que ces filières, elles ont leurs limites en termes de durabilité. Et si on revient sur ce qu'on disait au début, une nouvelle fois, ce qu'on cherche, c'est pas à développer des biocarburants, ce qu'on cherche, c'est à développer des carburants durables. Donc cette notion de durabilité, elle est fondamentale. À partir du moment où on définit clairement la durabilité comme étant, bien entendu, cet impact CO2 sur l'ensemble des filières, mais également, de façon plus large, l'absence d'impact sur les sols, l'absence de concurrence avec un certain nombre d'autres usages, etc., et qu'on met tout ça dans une définition claire de la durabilité, finalement, ça va aller dans ce sens-là, d'éliminer ces filières qui ne seraient pas durables pour une raison ou une autre et d'aller vers des filières les plus vertueuses. Il y a énormément de travaux qui ont été faits et qui continuent à être faits pour justement développer ces procédés, pour permettre de valoriser un nombre de biomasses complètement différents, de plus en plus larges. Comme le disait Paul, également, les filières du type Power to Liquid, par exemple, donc Electrofuel, fait à partir d'électricité bas carbone et de CO2 capturé dans l'air, permettent également d'éliminer une partie de ces soucis liés à l'usage des sols, etc. On peut également citer des travaux très intéressants qui sont faits sur les microalgues. Donc on voit qu'au final, ces notions de durabilité, elles nous ont fait aller de l'avant, elles nous ont fait aller vers des filières qui finalement sont plus intéressantes et pas uniquement sur l'aspect durabilité, également sur les aspects rendement, etc., etc. Donc on va dans le bon sens et on apprend petit à petit. Merci, il nous reste un peu plus de 2 minutes. Qui veut réagir? Paul ou Chris, voulez-vous réagir? Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que la première génération des biocarburants, ça venait de terrains agricoles qui auraient pu être utilisés pour la production alimentaire. Mais ça, c'était juste pour démarrer le mouvement. On est déjà dans une deuxième génération d'agrocarburants et de carburants aéronautiques durables à partir d'huile de cuisine usagée, de déchets agricoles, déchets forestiers. Déjà, on minimise l'utilisation du sol, l'usage du sol et on n'est pas en compétition avec les sols arables pour la production alimentaire. Et je pense qu'en travaillant ensemble entre experts de l'industrie pétrolière et du gaz, on peut y arriver. Je pense que particulièrement
le soja ou autres utilisés pour nourrir les animaux. Certains sont économiquement plus chers, mais le processus peut être plus facile. Et puis ça peut être l'inverse. Certains aliments pour animaux sont plus chers. Donc je pense qu'en travaillant avec les producteurs d'huile et de gaz, de pétrole et de gaz, on peut s'équilibrer. Mais je pense qu'on peut y arriver. Désolé, Constance, je crois que je t'ai interrompu. Non, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Il est très positif qu'il y ait plusieurs chemins pour produire des carburants aéronautiques durables. Et je pense que c'est une industrie qui peut être développée, qui a encore beaucoup de capacités de développement, bon pour les emplois, bon pour le développement local. Et c'est une opportunité. Il faut le considérer comme ça. Bien sûr, il y a encore des obstacles, mais je pense que ça peut apporter une très grande valeur à la société. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer sur le sujet de la coopération avec l'industrie pétrolière, des entreprises bien établies aujourd'hui? En quelques mots, est-ce que ce sont des entreprises qu'on peut convertir aux carburants alternatifs? Alors, en quelques mots, oui, on le peut et puis on le doit en fait parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et clairement, si on regarde les exemples en France, on a des très bonnes coopérations qui sont établies entre les acteurs pétroliers, les raffineurs, les gestionnaires de ressources et l'ensemble ensuite des acteurs du transport aérien. Donc oui, et ça va marcher. Donc on peut les embarquer dans les carburants alternatifs. Merci beaucoup, merci à tous. Nous en restons là pour aujourd'hui.